Stephen Alston Davis est né le 27 mars 1970 dans une famille établie sur la côte est de l'Angleterre, composée de Joe et Margaret Davis. Il avait 2 sœurs cadettes, Catherine et Lucy. La famille menait une vie calme et modeste jusqu'au jour où une tragédie bouleversa leur quotidien. À l'âge de 14 ans, le père de Stephen, Joe, fut victime d'un grave accident de moto qui lui laissa des lésions cérébrales permanentes. 2 ans plus tard, Joe décéda. Cette perte affecta profondément toute la famille, et Stephen, en tant qu'aîné, sentit qu'il devait soutenir sa mère et assumer un rôle de pilier. Malgré cette tragédie familiale, Stephen montra un talent exceptionnel dans le domaine de l'informatique. Après avoir terminé ses études universitaires, il entama une carrière d'ingénieur en logiciel. À 21 ans, il accepta une offre d'emploi à Hong Kong, où il travailla au développement de systèmes informatiques pour un nouvel aéroport en construction. Sa vie en Asie était simple. Il vivait dans un petit appartement, travaillait beaucoup, mais profitait des week-ends pour se détendre et s'amuser. Avec ses collègues, il se rendait souvent aux Philippines à la recherche d'aventures et d'un peu d'évasion, loin du stress du travail. C'est justement au cours de l'un de ses voyages aux Philippines que Stephen fit la rencontre d'Evelyn Bohol, une jeune femme dont la présence allait marquer le début d'une histoire qui, des années plus tard, se terminerait par un meurtre. Ce lien, que Stephen vivait peut-être comme une aventure romantique, allait peu à peu révéler une relation empreinte de dilemmes moraux, de distance émotionnelle et, au final, de conséquences tragiques. Evelyn Bohol a grandi dans des conditions de grande pauvreté sur l'île de Dharam Samar, située à l'est des Philippines. Cette petite île était complètement isolée, sans électricité, sans eau courante ni système d'assainissement, et n'était accessible que par bateau. Sa mère la décrivait comme une fillette travailleuse qui aidait volontiers à la maison. Mais tout changea lorsque, à l'âge de 13 ans, Evelyn quitta le foyer pour s'installer à Angeles, une ville connue comme la capitale du tourisme sexuel aux Philippines. À cette époque, Stephen vivait déjà à Hong Kong et travaillait dans le domaine du développement informatique. Il était également membre d'un club d'aviation situé à Angeles et se rendait souvent aux Philippines le week-end. Il avait 25 ans lorsqu'il rencontra Evelyn un soir dans un bar où elle travaillait. Le lendemain, il y retourna et paya la somme de 500 livres sterling pour racheter son contrat de travail. Evelyn n'avait alors que 15 ans. Très peu d'informations existent concernant la nature sexuelle de leur relation. La majorité des sources évitent complètement ce sujet. Dans le livre « For the Love of My Son », écrit par la mère de Stephen, Margaret Davis, l'âge d'Evelyn n'est jamais mentionné. Elle se contente d'évoquer le fait que son fils ait été pris d'elle et envoyait régulièrement des photos d'eux ensemble à la famille. La plupart des articles et documentaires mentionnent l'âge d'Evelyn, mais ne questionnent guère le comportement de Stephen, probablement parce qu'il est présenté ici comme la victime. Selon une source, Evelyn aurait utilisé les papiers d'identité de sa sœur aînée pour faire croire à Stephen qu'elle était plus âgée. Pourtant, même si cela était vrai, il est difficile de croire qu'un homme qui fréquentait régulièrement les bars d'Angeles, un lieu tristement célèbre pour la prostitution de mineurs, ne savait pas où il se trouvait ni la réalité de ce milieu. Lui et ses amis passaient beaucoup de temps dans cet environnement. De plus, Stephen a littéralement acheté une personne. Il a trouvé une fille très jeune et l'a rachetée directement au bar, ce qui ne peut être interprété autrement que comme un comportement douteux. Difficile de ne pas y voir une attitude prédatrice. Pourtant, comme il s'agit d'une personne qui n'est plus en vie et qui ne peut pas se défendre, tout reste dans le domaine des suppositions. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Stephen était un homme de 25 ans, tandis qu'Evelyn n'était qu'une adolescente issue d'un village pauvre. Après quelque temps, ils se sont mariés. Evelyn avait alors 17 ans et Stephen 27. La mère de Stephen, Margaret, n'était pas enthousiaste à propos de ce mariage, mais elle justifiait cela en disant «
Il faut être sur place pour comprendre la situation. Dans son livre, elle raconte qu'Evelyn n'était pas le genre de fille qu'elle aurait choisi pour son fils. Elle était très jeune, sans éducation, mais extrêmement polie, souriante, respectueuse et, selon ses mots, très belle. Finalement, même après l'avoir rencontrée, les parents ont accepté cette relation. Steven avait dit à sa mère « Je la sauve, maman ». Du point de vue d'Evelyn, tout cela ressemblait à un rêve devenu réalité. Petite fille, elle disait déjà qu'elle voulait devenir dame de bar et épouser un homme riche, blond et étranger. Steven représentait exactement cela. Il avait un bon emploi, un salaire élevé, il travaillait dur et investissait beaucoup. Aux Philippines, même un salaire occidental moyen peut sembler immense. Il était courant que des filles issues des bars cherchent à épouser un homme étranger qui les sortirait de la pauvreté et assurerait un avenir à toute leur famille. Ainsi, leur relation continua de se développer, loin des regards du public, dans un monde où tout semblait parfait, mais qui portait déjà en lui la graine d'une tragédie. Peu de temps après leur mariage, Steven et Evelyn s'installèrent à Angeles, où ils commencèrent leur vie de couple. En 1997, ils eurent leur premier enfant, une fille qu'ils appelèrent Jessica. À cette époque, Steven avait déjà suffisamment d'expérience et de contacts pour lancer sa propre entreprise avec son collègue Mike Dunn. Ensemble, ils fondèrent une société de développement informatique à Manille, la capitale. Pour se rapprocher du lieu de travail, Steven et Mike vivaient en colocation dans un appartement moderne à Manille durant la semaine, tandis que Steven rentrait auprès d'Evelyn et de leur fille à Angeles le week-end. Peu après, la famille s'agrandit. Quelques années plus tard, ils eurent un fils, qu'ils appelèrent Joshua. Bien que Steven fût souvent absent en raison de ses obligations professionnelles, Evelyn n'avait pas une vie quotidienne difficile. Steven engagea du personnel de maison pour l'aider au ménage et à la garde des enfants. En parallèle, il utilisait son argent pour améliorer les conditions de vie de la famille d'Evelyn sur son île natale. Il finança la construction de la seule maison en briques de l'île et acheta un bateau de pêche, assurant ainsi des revenus supplémentaires à ses proches. La générosité de Steven ne passa pas inaperçue. Les habitants remarquèrent qu'Evelyn commençait à changer de comportement. Selon plusieurs témoignages, l'argent lui était monté à la tête. Elle se montrait hautaine, regardait les autres de haut et affichait fièrement sa richesse nouvelle et son style de vie luxueux. Peu à peu, elle semblait avoir oublié ses origines et s'éloignait de plus en plus des gens qui l'avaient connue auparavant. De son côté, la famille de Steven observait les premières fissures dans le couple. Lorsqu'il venait leur rendre visite, ils remarquaient qu'Evelyn évitait tout contact physique avec son mari. Elle retirait sa main lorsqu'il essayait de la prendre, elle était distante et froide. Contrairement à Steven qui semblait sincèrement amoureux et dévoué, Evelyn ne manifestait jamais le même niveau d'attachement. Certains pensaient que toute la relation n'était pour elle qu'un calcul, que Steven n'était qu'un moyen de sortir de la pauvreté et d'atteindre une vie confortable. Leur visite ne faisait que renforcer les soupçons. Evelyn se retirait souvent dans une autre pièce, passait des heures sur son téléphone et riait doucement. Les rumeurs selon lesquelles elle aurait un autre homme devenaient de plus en plus persistantes. Bien que cela n'ait pas encore été confirmé, la tension dans le couple était évidente. Steven, dans un premier temps, choisit de fermer les yeux, espérant que les choses s'arrangeraient. Mais ce qui allait suivre n'avait rien d'une réconciliation. L'ombre d'un drame irréversible commençait déjà à se profiler. Au fil des années, la relation entre Steven et Evelyn devenait de plus en plus instable. Bien que Steven continuait à travailler, à gagner de l'argent et à soutenir financièrement sa famille ainsi que celle d'Evelyn, cette dernière semblait de plus en plus distante et désintéressée. Sa famille, qui leur rendait visite de temps à autre, remarquait non seulement une distance émotionnelle,
mais aussi des signes concrets qu'Evelyn cachait quelque chose. Elle évitait Steven, repoussait ses gestes d'affection, ne montrait aucune tendresse et s'éloignait souvent pour envoyer des messages tout en riant discrètement. Son comportement devenait de plus en plus étrange. C'est à cette époque que les premières rumeurs sérieuses concernant une liaison d'Evelyn ont commencé à circuler. Des soupçons qui furent plus tard confirmés par sa propre sœur, Gina, à qui Evelyn aurait confié qu'elle entretenait une relation avec un homme du nom d'Arnold Adoré. Arnold était un agent de sécurité local qui gagnait environ 1000 livres sterling par an, exactement le montant que Steven donnait chaque mois à Evelyn pour ses dépenses personnelles. Evelyn a par la suite nié ces accusations, affirmant qu'elle n'avait jamais reconnu cette relation, même auprès de sa sœur, mais les dégâts étaient déjà faits. Les rumeurs se répandaient et la confiance entre elle et Steven se dégradait rapidement. Le point de rupture survint lorsque Steven tenta d'inscrire leur fille dans une école maternelle privée qu'il payait régulièrement depuis plusieurs mois pour découvrir avec stupéfaction que Jessica n'y avait jamais été inscrite. L'argent destiné aux frais de scolarité avait été détourné par Evelyn. Peu après, il apprit également qu'elle avait mis en gage son alliance de mariage. Pendant un temps, Steven tenta d'ignorer la situation. Il disait à Evelyn qu'il partait en voyage d'affaires, alors qu'en réalité il restait à Manille, sortait avec des amis et parfois même faisait appel à des travailleuses du sexe. Mais, à un moment donné, il décida qu'il voulait sauver son mariage. Il imposa alors à Evelyn des conditions claires, restituer l'argent qu'elle avait pris, trouver un emploi ou s'inscrire à l'université. Devant son inaction, il menaça de demander le divorce. À cet instant, Evelyn réalisa qu'elle risquait de tout perdre, son train de vie luxueux, sa sécurité, ses privilèges. Revenir à sa vie d'avant, faite de pauvreté et peut-être même de retour dans les bars, était pour elle inacceptable. Tout ce qu'elle avait construit au fil des années menaçait de s'effondrer. C'est alors qu'un plan se mit en place, un plan qui allait changer leur destinée de façon sanglante. Le 17 juillet 2002, Steven et son associé Mike Dunn travaillaient tard dans leur bureau à Manille. Vers 22h45, ils revinrent dans l'appartement qu'ils partageaient en semaine. Steven se coucha rapidement, tandis que Mike devait encore aller chercher sa fiancée, Jennifer Castillo, à l'aéroport, où elle atterrissait vers 23h30. Le couple revint à l'appartement vers 1h du matin et alla se coucher. Environ 1 heure plus tard, Mike et Jennifer furent réveillés par des bruits de pas devant leur porte. Ils virent de la lumière passer sous la porte. Soudain, 3 hommes firent irruption dans l'appartement. L'un d'eux pointa immédiatement une arme sur Mike et lui demanda s'il s'appelait Steven. Mike répondit que non. Les assaillants enfermèrent alors Jennifer dans la salle de bain, prirent le portefeuille, les clés et le téléphone de Mike, puis se dirigèrent vers la chambre de Steven. Alors que Steven dormait, l'un des hommes tira 4 balles dans son corps. Les agresseurs s'enfuirent. Mike, sous le choc, courut dans la chambre de son collègue pour tenter de l'aider. Il tenta de le réanimer, mais Steven était déjà mort. Lorsque la police arriva sur les lieux du crime, elle interrogea les témoins et retint Mike pour interrogatoire. Après avoir été relâché, Mike passa 4 heures à essayer de contacter Evelyn. Lorsqu'il parvint enfin à la joindre vers 10 heures du matin, il fut choqué par son comportement. D'après ses dires, Evelyn ne montra aucun signe de tristesse ni de choc face à la mort de son mari. Elle semblait froide, distante et émotionnellement absente. Rapidement, Mike ainsi que les parents de Steven, Margaret et Alan Davis se rendirent aux Philippines. Mais ils se heurtèrent à une police locale peu motivée à résoudre l'affaire jusqu'à ce que Margaret paie pour que l'enquête progresse. Elle mena également sa propre investigation, engageant un détective privé pour surveiller Evelyn. Ce dernier observa rapidement que 2 hommes rendaient régulièrement visite à Evelyn. Margaret transmit ces informations à la police. Peu après, la police arrêta 2 hommes, Arnold Adoré, soupçonné d'être l'amant d'Evelyn, et son ami Alexander Dagami.
Mike identifia ces deux individus comme faisant partie des 3 agresseurs présents dans l'appartement cette nuit-là. Entre-temps, les autorités avertirent Margaret et Alan qu'ils pouvaient eux aussi être en danger à cause de leur lien avec les suspects arrêtés. Ils furent invités à quitter le pays, mais Margaret refusa de partir sans ses petits-enfants. Elle obtint des passeports pour Jessica et Joshua, mais Evelyn refusait de dire où se trouvait son fils. Finalement, ils découvrirent que Joshua vivait chez les parents d'Evelyn, qui acceptèrent de le confier en échange de 200 livres. Margaret et Alan rentrèrent alors en Angleterre, avec les cendres de leur fils et les 2 enfants. Ce n'est qu'alors que la véritable ampleur du crime commença à se dévoiler. Même si Arnold Adoré et Alexander Dagami avaient été arrêtés et identifiés, la police manquait encore de preuves pour relier directement Evelyn au meurtre. L'enquête stagna jusqu'à ce qu'un 3e individu fasse surface, un témoin clé qui allait faire basculer toute l'affaire. Il s'agissait de Robin Butas, le beau-frère d'Evelyn, mari de sa sœur. Lorsque la police commença à poser des questions dans son village, Robin prit la fuite, ce qui éveilla davantage les soupçons. Il fut finalement localisé et arrêté. Après son arrestation, Robin passa aux aveux. Il reconnut sa participation au meurtre et dévoila tous les détails. Il déclara qu'Evelyn elle-même l'avait supplié de se joindre à Arnold et Alexander ce soir-là, au cas où. Selon lui, c'est Evelyn qui avait tout orchestré, c'est elle qui avait persuadé Arnold et Alexander d'assassiner Steven, et Robin les avait rejoints à la dernière minute. Il expliqua qu'ils s'étaient tous dirigés ensemble vers l'appartement de Steven à Manille, avec Evelyn dans la voiture. Elle n'était pas entrée avec eux, mais les avait attendus dehors pendant qu'ils exécutaient leur plan. Le plus grand choc résidait dans les détails. Robin affirma que ni lui ni les 2 autres hommes ne connaissèrent l'adresse exacte de l'appartement. C'est Evelyn qui leur montra le chemin pendant qu'ils roulaient et, une fois arrivés, elle leur remit la clé du logement. Cela expliquait pourquoi il n'y avait aucune trace d'effraction. La porte avait simplement été déverrouillée. De plus, Evelyn avait un alibi solide. Elle affirmait être restée chez elle toute la nuit, mais une voisine déclara l'avoir vue revenir au petit matin, ce qui contredisait son témoignage. Comme mobile du meurtre, Robin expliqua qu'Evelyn racontait à tout le monde que Steven était millionnaire et qu'en cas de décès, elle hériterait de toute sa fortune. À ses yeux, leur vie représentait un luxe absolu, un pouvoir, et elle était persuadée qu'après la mort de Steven, tout cela deviendrait sien. Elle vivait dans l'illusion d'une immense richesse, même si cela n'était pas tout à fait exact. Pour quelqu'un venant de son milieu, une telle existence représentait un conte de fées qu'elle ne voulait pas perdre. Grâce au témoignage de Robin, la police disposait de suffisamment d'éléments pour relier officiellement Evelyn à la planification du meurtre. En échange de sa coopération et de sa volonté de témoigner contre Arnold et Alexander, Robin fut libéré. Arnold et Alexander, quant à eux, furent reconnus coupables du meurtre de Steven Davis et condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. En février 2004, Evelyn Bohol fut arrêtée et officiellement inculpée pour meurtre. Pendant le procès, elle continua de nier toute implication, mais les preuves accumulées étaient accablantes. En plus du témoignage de Robin, les procureurs disposaient d'un mobile, de témoins et de preuves matérielles, y compris la clé remise aux agresseurs et le faux alibi concernant sa localisation le soir du crime. Elle ne présenta aucun témoin à décharge, et même sa propre famille se retourna contre elle. Tout menait à une conclusion inévitable. Il ne restait plus qu'à rendre le verdict officiel. Le 25 novembre 2004, après des mois d'enquête et de procès, Evelyn Bohol fut reconnue coupable du meurtre de Steven Davis et condamnée à 40 ans de prison. Malgré ses tentatives pour se présenter comme innocente, en l'absence de toute preuve tangible ou de soutien, le tribunal ne laissa place à aucun doute. Tous les éléments, la clé remise au tueur, le faux alibi et le témoignage de son propre beau-frère, désignaient Evelyn comme l'instigatrice principale du crime.
Après le verdict, Margaret Davis obtint la possibilité de parler à Evelyn. Durant cet échange, Evelyn continua de nier. Elle déclara n'avoir jamais eu d'amant, ne pas avoir participé au meurtre et affirma que Steven représentait tout pour elle. Elle se mit à pleurer, mais selon Margaret, ce furent des larmes sans émotion, sans la moindre goutte. Pour elle, ce moment confirma que la femme en face d'elle ne pleurait pas par remords, mais par regret de ce qu'elle avait perdu. Les enfants de Steven, Jessica et Joshua restèrent en Angleterre sous la garde de leurs grands-parents, Margaret et Alan. Il n'était plus question de retourner aux Philippines. Déjà sur place, Margaret avait tout mis en œuvre pour les protéger, les faire sortir du pays et leur offrir une vie stable, loin de la tragédie. Elle accomplit ce que Steven avait toujours voulu faire, protéger ses enfants et leur assurer un avenir sûr. Cette affaire laissa des cicatrices profondes. C'était un mariage né dans une zone morale grise, avec des circonstances troublantes, un déséquilibre de pouvoir et des fondations qui n'étaient jamais vraiment solides. Mais quoi que Steven ait pu faire dans le passé, rien ne pouvait justifier la manière dont sa vie lui a été retirée. Cette histoire montre à quel point la frontière entre l'amour et l'intérêt peut être mince, entre la confiance et la trahison, entre ce qui ressemble à un conte de fées et ce qui se termine comme un cauchemar.